Vous vous apprêtez à regarder un webinaire sur la dépression animé par le docteur Geoffrey Post. Dans ce webinaire, on a essayé de répondre aux questions que vous nous aviez envoyées, mais si vous avez besoin de précision ou si vous appréciez le concept, eh bien laissez-nous un commentaire. Pour participer au prochain webinaire, il vous suffit de vous abonner à notre newsletter, et puis si vous souhaitez tester une application basée sur les TCC, eh bien téléchargez simplement l'application Phil, elle est disponible sur Play Store et App Store. Pensez à liker, commenter, partager cette vidéo, et bon visionnage. Comment sortir d'une dépression chronique? Une dépression chronique, c'est déjà de savoir si qu'est-ce qui a été utilisé pour traiter cette dépression, parce que je rencontre régulièrement des personnes qui me disent « Docteur, je viens vous voir, j'ai plus d'espoir, ça fait 10 ans que je traîne une dépression, j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche. » Et quand je regarde ce qui a été essayé, je suis surpris par l'énergie qui a été mise pour aller mieux, mais sur des choses qui n'ont pas été prouvées. C'est-à-dire que l'ami va proposer de prendre un produit X ou ensuite on va nous proposer des pierres, on va nous proposer des plantes qui aident. Mais en fait, ces approches, il n'y a pas vraiment de niveau de preuve. Enfin, pour être honnête, il n'y a rien qui prouve que la phytothérapie, par exemple, permet une amélioration de la dépression en dehors de l'effet placebo. Donc, quand je regarde la liste, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été qui fonctionnent, qui n'ont pas été essayées. Donc, quand on a une dépression chronique, je pense que déjà savoir est-ce que j'ai, sur le plan psychothérapique, déjà essayé une TCC, étant donné que c'est quand même les thérapies aujourd'hui les plus accessibles et qui ont parmi le plus haut niveau de preuve. Est-ce qu'il y a une indication à prendre un traitement? Et dans ce cas-là, en parler avec un professionnel de santé. Est-ce que j'ai un trouble autre qui m'entretient dans la dépression? Par exemple, une addiction. Est-ce que de prendre en charge mon addiction ne me permettrait pas d'aller mieux? Ou d'une relation toxique? Enfin, c'est tous ces questionnements-là qui peuvent permettre de sortir de la dépression chronique. Moi, j'ai souvent l'image d'une horloge avec plein de rouages, et on agit sur un rouage, et en fait, l'horloge, elle ne reprend pas. On agit sur un deuxième, ça ne reprend pas. Et en fait, c'est quand on déverrouille le troisième que tout recommence à fonctionner. Donc parfois, on a déjà essayé certaines choses, mais individuellement, ça n'a pas suffi, et c'est parfois le fait de coordonner plusieurs choses ensemble qui permet de récupérer. Voilà, je pense que c'est vraiment sur le plan individuel qu'il y a un intérêt à voir, donc peut-être avec un psychiatre pour faire un point ou avec le médecin traitant. Alors, est-ce que c'est une maladie? Oui, oui, parce que c'est une maladie qui induit de la souffrance. Il y a plein de causes de souffrance, mais la dépression, c'est vraiment une maladie à part entière parce qu'il y a des effets à différents niveaux. Il y a des effets sur l'humeur, mais il y a aussi des effets physiques. Quand vous avez une dépression et que vous avez l'impression que vos membres pèsent du plomb, c'est pas qu'une sensation, vous êtes un peu ralenti. Je parlais des difficultés de mémoire. On a des tests qui montrent bien que voilà, elles sont vraiment là, ces difficultés. C'est pas. On voit aussi. Alors, quand je parle du ralentissement, ça se voit sur le plan physique, sur le plan clinique, je peux l'observer. Si on fait des imageries cérébrales, on observe aussi des altérations dans le fonctionnement du cerveau. On a observé que, par exemple, quand on dose les hormones du stress sont nettement augmentées, ce qui conduit aussi à cet état d'angoisse. Il y a plein d'éléments, enfin, il se passe quelque chose sur le plan biologique aussi, c'est pas que dans la tête. Donc voilà, je pense que la dépression, c'est une vraie maladie. Comment ne pas être angoissé dans un monde si anxiogène? Oui, on est bombardé d'informations anxiogènes. Et dans une certaine mesure, je crois qu'on a raison d'avoir peur de certaines choses. Pour autant, avoir peur, ça ne veut pas dire vivre dans l'anxiété permanente. Si je pense à ce qui se passe aux portes de l'Europe, à la guerre, où d'autres personnes me parlent actuellement des élections et de leur inquiétude. Mais est-ce que me préoccuper
H24 de ces situations, est-ce que ça va m'aider à y faire face? Est-ce que je vais y changer quelque chose en préoccupant H24 sur ces sujets? Probablement que je ne vais pas faire avancer plus, je ne vais pas diminuer finalement le risque qu'il se passe quelque chose. Par contre, je vais altérer mon moral. Donc, c'est pas de dire que le monde n'est pas anxiogène, c'est pas de dire qu'il y a pas d'événements négatifs. Je ne crois pas qu'il faille partir là-dedans. Mais c'est quel rapport on entretient par rapport à ces informations. Et un euh, un des facteurs dépressogènes qu'on a bien repéré aussi pendant la pandémie Covid, c'est de se brancher sur les chaînes d'information continue. Le fait d'avoir des images en continu, qui envoient avec une teneur émotionnelle bien particulière, hein, de colère et d'anxiété, qui viennent justement nous donner l'impression qu'il faut qu'on soit branché parce qu'il va y avoir une information qu'il faut surtout pas louper, sans quoi on ne serait pas préparé. Enfin voilà, il y a quelque chose dans la manière dont c'est présenté qui va majorer notre anxiété et qui va davantage nous déprimer. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, choisissez la manière dont vous allez vous exposer à l'information. Comme vous choisissez aussi les aliments que vous mangez. Vous n'allez pas prendre le premier aliment dans le pré, prendre le premier champignon que vous prenez pour le manger. Faites pareil avec l'information. C'est pas parce que l'information elle est gratuite à disposition que c'est quelque chose qui est bien pour vous. Donc ces chaînes-là, attention, voilà. Et quand on est déjà pris dans l'angoisse, moi je dis souvent prenez un journal, lisez plutôt que d'être en face d'images. Alors, que pensez-vous de l'EMDR? Alors l'EMDR, c'est une thérapie qui utilise les mouvements oculaires, donc une thérapie de désensibilisation par des mouvements oculaires rapides, qui a été développée par Shapiro pour initialement traiter les troubles stress post-traumatiques. Et donc c'est une thérapie qui est indiquée dans les troubles stress post-traumatiques pour laquelle voilà, c'est établi, il y a une efficacité. La limite, c'est que si vous avez un bon thérapeute qui est formé à l'EMDR, mais qui est aussi formé à la prise en charge dépressive, probablement que ce thérapeute va vous aider. Néanmoins, ce n'est pas l'EMDR qui est indiqué en première intention. Et souvent, enfin, c'est un peu le piège quand on va voir un psychologue, s'il est formé à une psychothérapie. Vous savez, quand on a un marteau en main, tout ressemble à un clou. Et donc, si je suis formé à l'EMDR, je vais dire que l'EMDR traite tout. Si je suis formé au TCC, je vais dire que les TCC traitent tout. Donc, ça, c'est la limite. Non, c'est pas vrai. Peut-être que l'EMDR contribue à aider, mais c'est pas l'EMDR qui a le plus haut niveau de preuve. Donc, je pense que c'est utile pour traiter le trouble stress post-traumatique, donc ce qui relève de souvenirs du passé et de blessures du passé, mais ce n'est pas forcément le plus adapté pour la dépression. Et un des pièges sur lesquels je voudrais aussi vous sensibiliser, quelque chose que je retrouve parfois, c'est que quand on est en dépression, je vous ai dit, il y a un filtre sur la mémoire qui laisse plus facilement remonter les souvenirs négatifs, y compris les souvenirs négatifs du passé. Et du coup, parfois, on se dit, mais en fait, si je vais mal, c'est parce que il m'est arrivé un événement dans mon passé que je n'ai pas traité. Et donc, je vois bien que c'est encore un problème parce que sinon, ça ne remonterait pas. Pas nécessairement. Parfois, c'est justement un des effets de la dépression de venir ramener ces souvenirs. Et une fois que je sors de la dépression, que je vais mieux, je me rends bien compte qu'en fait, ce souvenir, il n'est pas problématique. Donc, c'est plutôt la dépression qui va prendre ce visage à ce moment-là, mais ce n'est pas le souvenir en lui-même le problème, c'est plus la dépression et la mémoire qui vient me renvoyer sans cesse, plutôt que, comme il pourrait me renvoyer des ruminations, il m'envoie ces souvenirs qui reviennent. Et les personnes qui sont formées à l'EMDR vont parfois rapidement proposer un traitement par rapport à ces souvenirs, considérant que le souvenir est le problème, là où je pense qu'il convient d'abord de traiter le moral. Et ensuite, une fois que je suis sorti de la dépression ou au moins bien rétabli ou voilà, suffisamment rétabli. Et si à ce moment-là, je me dis, bon, ce souvenir, il est quand même gênant, je ne suis pas à l'aise avec ce qui m'est arrivé, ça me fait encore souffrir, à ce moment-là, ça peut être le bon moment d'aller voir quelqu'un pour se faire aider sur ce type de problème. Alors ensuite, on arrive bientôt au bout, mais je vais essayer encore de prendre une question.
Alors, le cerveau vide, ouais, bah, c'était, ça tombe bien que vous la posiez parce que je l'avais sous les yeux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une sensation de cerveau vide dans la dépression? Alors, parfois, c'est en lien avec l'anxiété et l'angoisse. L'anxiété, donc le système de peur, nous amène à, je vous ai dit, 3 types de comportements, et un des comportements automatiques ou en lien avec la peur, c'est la tétanie. Je ne bouge pas, et si je bouge pas, bah, peut-être que le prédateur va passer, enfin, si je vais faire le mort. Euh, et quand on est dans cet état-là, ben, on pense plus, on n'arrive plus à penser parce qu'on est à la fois tétanisé sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. Donc ça, c'est en lien avec la peur. À côté de ça, il peut aussi y avoir d'autres éléments comme le ralentissement qui est en lien avec la dépression, qui ralentit le fonctionnement de l'organisme, qui fait que j'ai beaucoup plus de mal à penser, je suis plus lent dans mes pensées, donc il y a moins de vie dans mon cerveau. En plus de ça, il y a le filtre cognitif dont je vous ai parlé de la dépression qui fait que je vais moins réussir à récupérer des souvenirs positifs. Et du coup, je vais aussi moins récupérer des souvenirs qui me définissent. Et donc, je vais avoir l'impression de plus me reconnaître, de plus savoir tout à fait qui je suis. Et tout ce qui d'habitude emplit ma tête et me permet de savoir qui je suis, où j'en suis dans ma vie, etc., tout ça, j'y ai pas accès. Et vu que j'ai pas accès à ce stock de souvenirs, bah, j'ai l'impression d'un grand vide. Parfois, c'est même sur le plan émotionnel aussi, où il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi parfois de l'anesthésie émotionnelle, où j'arrive moins bien à ressentir les sensations et les émotions comme si j'étais engourdi. Et si j'arrive plus à ressentir les émotions, bah là encore, je me sens coupé de tout et je me sens un peu vide. Et je pense que c'est ces différents éléments où voilà, il y a différentes explications en tout cas par rapport au cerveau vide. Alors, souvent, quand on est dans cet état, c'est assez désagréable. J'ai tendance à dire l'activation comportementale, c'est quelque chose qui est bien à utiliser à ce moment-là. C'est commencer à faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, ça permet un peu de nourrir, voilà, d'être dans l'action et d'avoir le cerveau affairé à quelque chose. Alors, comment se raisonner lorsque les pensées intrusives sont intenses? Alors, c'est de savoir déjà de quelle pensée il s'agit, parce que parfois, dans la dépression, il peut y avoir l'apparition de ce qu'on appelle des obsessions. On appelle ça parfois, on appelle ça un trouble obsessionnel compulsif quand il y a beaucoup d'obsessions et une tendance à ritualiser. Mais le rituel n'est pas obligé. Mais voilà. Donc, dans un premier temps, moi, je pense qu'il faudrait éliminer que ça soit pas un TOC. Dans un second temps, si on n'est pas sur la logique du TOC, euh, la gestion, on a fait une fiche avec Phil justement sur la gestion des ruminations. Or, les pensées intrusives sont des ruminations, c'est des pensées automatiques négatives, et donc on vous a proposé quelques outils pour les gérer. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui parce que bah, on arrive au bout du webinaire, mais je vous invite par rapport à ça à aller voir la fiche qui est prévue pour ça. Avant de terminer, j'aimerais reprendre encore une dernière. Une personne notait qu'elle ressentait une grande dépression dans le contexte d'un deuil euh, et qu'elle ne ressentait pas la force physique ou mentale euh, pour s'en sortir et se pose la question, est-ce que cette dépression peut être vaincue sans traitement? Euh, Bah, dès lors qu'on ne ressent pas la force psychique ou physique d'avancer, euh, pourquoi est-ce qu'on se priverait d'une béquille? C'est là encore où je crois que on a aussi, on a aussi souvent dans la dépression, il y a une des pensées qui nous vient, une pensée automatique qui est limitante et qui nous freine dans la récupération, c'est l'idée que les autres ne peuvent rien pour nous, ou qu'il n'y a rien qui peut nous aider et que rien ne changera jamais. Attention à ne pas tomber dans le piège de croire que c'est la vérité. C'est pas le cas. Moi, je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Et quand bien même la douleur du deuil sera encore présente, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester le restant des jours à vivre dans une souffrance en lien avec la dépression. Il peut aussi y avoir de la joie. Et pour ça, j'encouragerais cette personne, étant donné qu'elle sent qu'elle n'a ni la force physique et mentale de s'en sortir, de faire appel à l'aide à quelqu'un et de ne pas rester uniquement sur une autothérapie. Je crois que dans ces cas-là, c'est pas suffisant et il convient de demander l'aide de son médecin, d'un psychologue éventuellement.